Bien, il est 14 heures, je vais donc commencer. Donc effectivement, il y a ici des références mises à jour concernant les leçons précédentes et également la leçon d'aujourd'hui. Alors avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, la question rituelle, est-ce que vous avez des questions? Oui? Rapidement. On peut lire dans la littérature, on présente par exemple l'équation de Wheeler-DeWitt sous le formalisme ADM. Est-ce que c'est le même que... Oui, alors ce qu'on appelle formalisme ADM, c'est le formalisme hamiltonien que j'ai développé. Donc c'est exactement la même contrainte hamiltonienne, les mêmes contraintes de moment. Donc effectivement, c'est l'application directe du formalisme ADM hamiltonien classique à la théorie quantique, via la méthode de Dirac. D'autres questions? Donc aujourd'hui, le problème que je voudrais aborder, c'est celui de comment définir un produit scalaire entre solutions de l'équation de Wheeler-DeWitt. Et en fait, on va voir que la formulation de BRST permet d'aborder cette question sous un angle plus commode et qui met bien en évidence les invariances. Donc, d'abord, quel est le problème? Donc, imaginons qu'on ait été capable de résoudre l'équation de Wheeler-DeWitt. Donc, je vous présente. Donc, voici une première solution de l'équation de Wheeler-DeWitt. Donc, c'est une fonctionnelle de la métrique qui obéit à l'équation de Wheeler-DeWitt. J'en ai une autre. Solution de l'équation de Wheeler-DeWitt, et supposons que j'ai aussi été capable de construire des observables. Une observable de la théorie, donc c'est un opérateur qui dépend des GIJ et de leur moment conjugué. Bon, je n'écris pas toujours la dépendance en X, hein, c'est des champs, donc elle est toujours là. Et je me pose la question, quelle est la valeur moyenne de cet opérateur, de cette de transition entre ψ2 et ψ1 avec ceci inséré. Donc en fait, j'ai envie de faire des calculs qui me donnent des probabilités ou des amplitudes de probabilité physique. Alors on sait que, et donc si j'écris ça symboliquement, parce que c'est des intégrales fonctionnelles, mais le produit scalaire naïf que je vais écrire, et donc on intègre sur toutes les configurations possibles de la métrique. C'est ce que j'écris ici comme ça, donc c'est une intégrale fonctionnelle compliquée. Psi star 1 de GIJ, puis l'opérateur inséré A, GIJ, H bar sur I, dérivée fonctionnelle par rapport à GIJ, Psi 2 de GIJ. D'abord, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à calculer, mais en plus, on sait que conceptuellement, ça ne peut pas être juste. Ça ne peut pas être juste pour, on peut le voir de plusieurs manières différentes, ça ne peut pas être juste parce qu'en fait, quand on intègre sur les GIJ de X, on intègre aussi sur les directions qui correspondent au difféomorphisme. C'est-à-dire qu'ici, je compte, j'inclus tous les GIJ, et donc deux configurations qui diffèrent par un difféomorphisme vont être comptées, mais comme on sait que tout est invariant par difféomorphisme, ça va me donner le volume des difféomorphismes qui est infini. Donc c'est clair, c'est un résultat qui est... Ceci va me donner une amplitude de transition qui est infinie pour les invariants. Donc ce n'est pas acceptable. Et une autre manière de dire la même chose, c'est que, rappelez-vous, on a vu la semaine passée qu'en étudiant le problème du temps, en fait, parmi les variables dynamiques GIJ et PIJ, il y en a certaines qui peuvent être vues comme définissant l'hypersurface, donc c'est qui jouent le rôle dans les théories paramétrisées de X mu et de son moment conjugué. Et puis il y a les vrais degrés de liberté physique, que je vais appeler G alpha pi alpha. Et en fait, j'ai ici 6 paires canoniquement conjuguées. Il y en a 4 qui correspondent aux définitions de l'hypersurface,
et puis les 2 degrés de liberté physique restants, les 2 degrés de liberté du graviton. Mais on sait que, en théorie paramétrisée des champs, quand on calcule des amplitudes, on n'intègre certainement pas sur toutes les hypersurfaces. On n'intègre que sur les degrés de liberté physique. Et donc ici, il faut faire l'analogue. Il faut essayer d'intégrer, il ne faut pas intégrer là-dessus, il faut intégrer sur le degré de liberté physique. Alors comment peut-on faire? Donc ça, c'est la question que je vais aborder aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, je vais aborder les problèmes conceptuels. Je ne vais pas faire des calculs explicites. Les calculs explicites, c'est compliqué parce qu'il y a des renormalisations à faire et probablement que la théorie d'Einstein toute seule n'est pas apte à traiter ces problèmes, disons, de renormalisation, etc. Mais les problèmes conceptuels sont en fait présents dans toute théorie possédant l'invariance par difféomorphisme. Et donc, quelle que soit la bonne théorie ultime de la gravitation, on s'attend à ce qu'elle soit invariante par difféomorphisme. Et donc, ce type de question va se présenter. Donc, c'est pour ça que je vais insister surtout sur les problèmes conceptuels. Avant de faire un calcul, il faut savoir si c'est la bonne chose qu'on calcule et à quoi elle correspond. Donc, c'est un peu la philosophie. Alors, une manière de procéder, c'est de ne pas intégrer. Donc, si je reviens à mon calcul ici, je ne dois pas intégrer sur les x mu. Donc, une manière de faire, ce serait de fixer la jauge. Ou je ne dois pas intégrer sur tous les difféomorphismes. Donc, je dois fixer la jauge. Donc, une manière de procéder serait de fixer la jauge, de s'interdire d'intégrer sur les difféomorphismes. Mais ça, c'est très compliqué. Trouver une jauge. Donc, fixer la jauge, ça voudrait dire trouver des fonctions de GIJ et de PIJ qui me limitent, ou de GIJ aussi, qui me limitent l'intégration à une section, disons, donc je veux couper une et une seule fois les orbites du groupe des difféomorphismes. Donc c'est techniquement très compliqué, personne n'a pas réussi à faire ça. Je parlerai de manière plus détaillée dans certains cas plus tard, mais en tout cas, même si on arrivait à faire ça, c'est peut-être pas souhaitable, parce que la question auxiliaire qui apparaît tout de suite, c'est que se passe-t-il si je prends un autre choix de coordonnées? Est-ce qu'on est sûr que les calculs qu'on fait ne dépendent pas du choix de coordonnées, du choix de jauge, pardon. Et donc, il est bon d'avoir un formalisme qui contrôle l'invariance de jauge, ou pour être plus précis, qui contrôle l'indépendance des calculs physiques ou des résultats physiques qu'on trouve par rapport à des choix de jauge. Et ce formalisme, c'est le formalisme développé par Becky, Rouet, Stora et Tutin, BRST, dans le cadre du calcul, dans le cadre de Yang-Mills d'abord initialement, mais ça on peut le généraliser à toute théorie de jauge, et peut-être dans le cadre de l'intégrale fonctionnelle, mais c'est le même type de calcul, le même type de problème qui se présente ici. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer comment on aborde ce problème de définir un produit scalaire qui est formellement en tout cas raisonnable, c'est-à-dire débarrasser de ce problème qu'on intègre de manière redondante, à travers le formalisme de Becky, Rouet, Stora et Tutin, BRST. Donc ça, c'est le but de la leçon d'aujourd'hui, et en particulier, donc je donnerai une formulation de l'équation de Wheeler-de Witt dans le cadre de BRST. Donc on aura une sorte de formulation BRST de l'équation de Wheeler-de Witt. Alors avant de faire ça pour la gravitation, je vais d'abord développer les idées générales, les principes généraux du formalisme BRST. Alors, je vais le faire dans le cadre hamiltonien. En d'autres termes, donc pour ceux qui ont suivi mon cours de l'année passée, ce que je vais dire ici, c'est différent. Parce que l'année passée, j'avais abordé l'approche des antichamps à BRST.
qui est plutôt lagrangienne, ou qui est naturelle d'un point de vue lagrangien. Ici, je vais suivre l'approche hamiltonienne, qui possède la même structure algébrique, mais qui possède aussi des différences. Alors, pourquoi je prends l'approche hamiltonienne? C'est parce que j'ai passé les leçons précédentes à développer la théorie hamiltonienne de la gravitation, donc on va faire la même chose lorsqu'on étend ça à BRST. Je vais d'abord vous donner les principes généraux, et puis on va aussi illustrer ça, comment ça fonctionne dans la gravitation, en tout cas en partie. Alors, quels sont les principes généraux? L'idée centrale de la formulation BRST, c'est de remplacer l'invariance de jauge par ce qu'on appelle l'invariance BRST et la cohomologie BRST, donc je vais expliquer ça plus en détail, dans un espace des phases plus grand. Donc on va élargir l'espace des phases, on va remplacer, disons, les contraintes par ce qu'on appelle le générateur de la transformation BRST, et on va voir que cette nouvelle formulation contient exactement la même information que la formulation de départ, sans les variables supplémentaires, mais va être plus commode à manipuler, comme on le verra. Alors, je vais prendre des notations qui sont adaptées, comme je vous ai dit, de toute façon, ce qui m'intéresse, ce sont les concepts. Donc je vais développer le formalisme comme si nous avions des espaces de dimension finie, un espace de dimension finie. On peut généraliser à la théorie des champs en remplaçant les indices discrets par un indice qui prend aussi des valeurs continues. Et donc, quel est le cadre? J'ai un espace des phases avec certaines variables que j'appelle QI, PI. J'ai une invariance de jauge. On sait que les invariances de jauge sont engendrées par des contraintes dans le formalisme canonique. Je vais appeler les contraintes GA, donc certaines fonctions de Q et de P. Et ces contraintes, elles sont de première classe, parce qu'elles correspondent à une invariance de jauge, ce qui veut dire que si vous calculez leur crochet de Poisson, vous trouvez quelque chose qui est nul en vertu des contraintes. Donc ça va être proportionnel aux contraintes, GC, mais avec des coefficients GA, B, C, qui a priori peuvent dépendre des Q et des P. Alors, on a vu que ces contraintes, d'abord, elles jouent le rôle de vous dire que si ceci c'est tout l'espace des phases, seule la surface définie par GA égale à 0 est physiquement accessible. Mais on a vu aussi que les contraintes génèrent les transformations de jauge. Donc une transformation de jauge, ça va s'obtenir en prenant le crochet de n'importe quelle fonction avec la contrainte multipliée par le paramètre de la transformation de jauge. Et sur la surface des contraintes, on peut montrer que les champs de vecteurs définis par ces relations sont fermés, donc obéissent à la condition d'intégrabilité de Frobenius et vont définir ce qu'on appelle des orbites de jauge. Donc schématiquement, on a quelque chose comme ça. Et donc les transformations de jauge, ça vous déplace les points le long de ces orbites que j'ai dessinées. D'accord? Donc on a la surface des contraintes, et sur la surface des contraintes, les orbites de jauge. Et qu'est-ce que c'est qu'un invariant? D'abord, donc on voit que les contraintes jouent ce double rôle, elles égales à 0 et aussi engendrent les transformations de jauge. Alors, qu'est-ce que c'est les observables dans cette formulation? Les observables, c'est d'abord des fonctions définies sur la surface des contraintes qui sont invariantes de jauge. Donc, invariante de jauge, ça veut dire que le crochet, delta epsilon, donc c'est le crochet de f, est égal à 0 sur la surface des contraintes, puisque c'est là qu'on doit se mettre physiquement. Mais en plus, la seule valeur relevante d'une fonction de l'espace des phases, c'est sa valeur sur la surface des contraintes. Et donc, il faut aussi identifier f avec f plus lambda a GA, où lambda a est une fonction quelconque sur l'espace des phases, puisque ces deux fonctions prennent la même valeur lorsque GA est égal à 0. Donc, vous voyez que dans la définition des observables, il y a deux aspects. Il y a une identification à faire, et puis il y a aussi une condition d'invariance à imposer. Bien.
Alors, ça, c'est la formulation classique d'une théorie de jauge. Maintenant, je vais passer à BRST. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans BRST? Je vais d'abord donner les règles, et puis on va voir que ça a un sens. Alors, quelles sont les règles? Les règles, c'est qu'à chaque contrainte, je vais associer une paire de variables conjuguées, mais qui auront, bon, je suppose ici, comme c'est le cas dans la gravitation, que mon espace d'efface est uniquement des variables bosoniques, donc qui commutent. Donc les contraintes, c'est des contraintes qui commutent. On peut généraliser la théorie à des systèmes plus compliqués, où on a les deux types de contraintes, par exemple la supergravité, mais pour simplifier les choses et pour ne pas avoir des maux de tête à essayer de bien suivre les signes, je vais supposer que les variables QI, PI commutent. Alors, on leur va associer ce qu'on appelle des variables fantômes, donc qui seront des champs dans le cas de théorie de champs, puisque les contraintes de l'indice A, ben, il y a X qui est caché. Donc, que j'appelle CA et P bar A. Donc, c'est des variables qui sont, donc c'est les fantômes, donc c'est le fantôme et son moment conjugué. Chaque fantôme a un moment conjugué, on est hamiltonien. Donc pour chaque contrainte, oui, j'ai aussi supposé que les contraintes étaient indépendantes. C'est un peu plus subtil quand elles ne sont pas indépendantes, mais dans le cas de la gravitation, elles le sont. Donc voilà. Chaque contrainte a sa paire de moments conjugués. Donc, et j'ai introduit un crochet de Poisson qui me dit que C, effectivement, est conjugué à P. Alors, le crochet de Poisson ici est un crochet de Poisson gradué. Donc, ça veut dire que il possède les mêmes propriétés que le commutateur et anticommutateur. C'est-à-dire que pour des variables purement fermioniques, le crochet de Poisson est symétrique. Donc, alors, si j'ai une variable fermionique, pour les variables bosoniques, on sait que c'est antisymétrique. Donc c'est antisymétrique au sens gradué, et en partie, ce qui veut dire que c'est symétrique pour des variables qui anticommutent. Donc ça me dit simplement que P est conjugué de CA. Et alors, du point de vue conditions de réalité, bon, là, j'ai supposé que les Q et les P étaient réels, je le suppose toujours. J'ai supposé que les CA sont réels. Donc, les CA appartiennent à l'algèbre de Grassmann, et j'ai certaines règles, donc là, c'est réel. Mais alors, on peut voir que le moment conjugué d'une variable réelle est imaginaire pur, et en fait, j'utilise la propriété suivante, c'est que si j'ai des variables et que je calcule le complexe conjugué, je change l'ordre, comme pour l'hermitien conjugué des opérateurs, et si elles anticommutent, ça veut dire que quand vous les remettez dans le même ordre, vous attrapez un signe moins. Alors, à cause de ça, si je regarde la partie cinétique PQ point dans l'action et que je veux qu'elle soit réelle, si Q est anticommutant, il faut que P soit est réel, il faut que P soit anticommutant, bien sûr, mais imaginaire pur. Bien, donc ça veut dire P bar, bon, ça c'est un peu. On ne va pas vraiment l'utiliser systématiquement, mais c'est bon à garder à l'esprit. Bien. Alors je vais aussi introduire une graduation, qui est ce qu'on appelle le nombre de fantômes. Et suivant la notation anglaise, je mets GH pour le nombre de fantômes, donc c'est le ghost number. Et donc le nombre de fantômes, c'est une graduation. Des fantômes, c'est 1, et de leur moment conjugué, c'est -1. De sorte qu'en fait, le crochet de Poisson ne porte pas de nombre de fantômes. C'est une différence par rapport au formalisme des antichamps, où on a un anticrochet, mais qui, lui, a des propriétés, disons, moins standards. Bien, donc jusqu'à présent, c'est juste une règle. Je vous dis, voilà, il faut faire ça. C'est maintenant que les choses intéressantes arrivent. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais construire une fonction dans l'espace des phases d'origine étendu aux fantômes, et leur moment conjugué s'appelle l'espace des phases étendu. Et dans cet espace des phases étendu, je vais introduire une fonction qui va jouer un rôle important, qui est ce qu'on appelle le générateur de la transformation BRST, que j'appelle oméga. L'oméga a la propriété d'être anticommutant,
et d'être de nombre de fantômes 1. Donc ça veut dire que si je développe oméga en puissance de C et de P bar, il y a toujours un C de plus que de P bar. Parce qu'il faut arriver à un nombre de fantômes total 1. Et comment on construit oméga? Quelles sont les règles qui permettent de dériver oméga? Eh bien, ça commence comme les contraintes multipliées par les fantômes. Mais il va mettre des termes en plus. Mais ça veut dire que l'action de oméga à travers le crochet de Poisson dans l'espace des phases, ça va être une transformation sur les variables Q et P, ça va être une transformation de jauge, puisque GA engendre les transformations de jauge, avec un paramètre de jauge qui est le fantôme. C'est bien, pour ceux qui ont déjà entendu parler de BRST, c'est bien BRST. Mais alors, on va ajouter des termes à oméga, à ce premier terme, pardon. Donc ça, c'est un peu ce qu'on veut. On a envie d'avoir une transformation de jauge avec un paramètre qui est cette variable fermionique nouvelle. Mais la condition cruciale qu'on va demander, c'est que le crochet de Poisson de oméga, de la fonction oméga avec elle-même, donc elle est de nombre fantôme 1, elle est fermionique, donc automatiquement, c'est que ce soit 0. Alors ça, vous allez dire, ah oui, mais ça c'est trivial. Mais c'est trivial quand c'est antisymétrique. Comme c'est symétrique pour les variables fermioniques, et que oméga est précisément fermionique, ce n'est pas du tout trivial. Mais, même si pas du tout trivial, on peut compléter les termes ici. Donc en fait, il faut que ce soit de nombre de fantômes 1. Donc le terme suivant, si je développe en nombre de fantômes, ça va être un terme qui contient P bar, puis un coefficient que j'appelle D. Pardon, si j'ai mis un A là, ce sera un A. Donc c'est sommé, chaque fois évidemment. BC, CB, CC. Puis je peux avoir des termes avec 2 P bar et 3C, etc. Chaque fois, nombre de fantômes 1. Et les coefficients peuvent dépendre des Q et des P. Ah oui, alors on demande aussi que oméga soit réel. Donc j'ai une notion de ce que c'est réel dans l'espace des phases. Donc on demande que ce soit réel. Et alors il y a un théorème qui dit, ça que je ne vais pas démontrer, c'est dans les références, oméga existe. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez toujours compléter. Donc ça, c'est ce qu'on s'impose. Ce que je dis, c'est qu'on peut toujours compléter ici oméga de telle sorte à satisfaire à toutes ces conditions. Alors, oméga n'est pas unique, on peut le montrer, mais oméga est unique à une transformation canonique près, ce qui n'est pas surprenant, parce qu'après tout, ça c'est invariant par transformation canonique. Mais il n'y a pas d'autres ambiguïtés. Alors, en particulier, par exemple, donc je ne vais pas démontrer ce théorème. Oui? C'est équivalent à la démonstration dans Batalin-Vilkovsky, on ajoute des antichamps. Alors, c'est exactement la même théorie de la perturbation homologique. Et donc, c'est la même, essentiellement la même démarche. Bon, ce n'est pas exactement les mêmes variables, les graduations ne sont pas tout à fait pareilles, mais c'est la même démarche que de démontrer que la solution de l'équation maîtresse existe. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est pareil. Mais historiquement, en fait, c'est d'abord l'approche hamiltonienne qui a été développée par Fradkin et Vilkovsky, et puis Batalin et Vilkovsky, et puis Batalin, Fradkin, enfin bon, et à Fradkina aussi à un moment donné. Donc voilà. Donc historiquement, ils ont d'abord compris ce qui se passait en hamiltonien, et puis ils ont voulu disons, court-circuiter. Et donc leur approche était de dire, bon, pour avoir la bonne intégrale fonctionnelle, on écrit d'abord les choses en hamiltonien, on utilise les règles que je ne vais pas donner tout en détail, mais qui sont là derrière ça, pour construire l'intégrale fonctionnelle. On intègre sur les moments conjugués et on revient à l'intégrale fonctionnelle en lagrangien. Et puis ils ont voulu court-circuiter cette étape en écrivant direct, en essayant de trouver une manière où on pouvait tout de suite le faire en lagrangien. Ce qui ne vous donne pas complètement toute la mesure. Bon, je ne sais pas si ceux qui étaient là l'année passée s'en souviennent peut-être. Tandis qu'ici, en tout cas dans l'espace des phases, on a un contrôle meilleur de la mesure parce qu'on sait ce que c'est l'unitarité directement, etc. Bien. Alors, donc, théorème oméga existe,
Peut-être juste pour vous donner un exemple, dans le cas, et là c'est assez facile, mais c'est non trivial, hein, j'insiste là-dessus. Si par exemple les contraintes forment une algèbre de Lie, donc supposons qu'on n'a pas des Q et des P ici, c'est des constantes. Alors dans ce cas-là, la construction s'arrête ici, et oméga est donné, donc je vais d'abord écrire algèbre de Lie, parce que sinon... Dans ce cas-là, oméga est donné par le terme que j'ai écrit hein, d'abord, moins 1 demi PC, CABC, PC, donc si j'ai mis un C ici, c'est un C au-dessus, on va mettre AB, CA, CB, et c'est P bar. Alors, je vous laisse vérifier que quand vous calculez ce crochet de poisson, effectivement, vous obtenez 0. Alors, ce n'est pas entièrement trivial, ce qui montre que c'est une équation intéressante, parce que ça fait appel à l'identité de Jacobi. Donc, pour voir que les termes contenant beaucoup de fantômes et beaucoup de P-bar, ça fait appel à l'identité de Jacobi sur les constantes de structure de l'algèbre de Lie. Et ça s'arrête là. Mais pour des théories où les C dépendraient des Q et des P, ça peut s'arrêter plus loin. Voilà, donc ça va être l'objet crucial de la théorie. Remarquez aussi pour les conditions de réalité, juste pour voir si on est bon. Donc C est réel, G est réel. Le produit ici, même si les C sont réels comme c'est anticommutant, c'est imaginaire pur. Imaginaire pur, mais c'est bosonique. Donc j'ai un boson, disons, imaginaire, multiplié par une variable qui est imaginaire, donc c'est bien réel. Alors, pour la gravitation, a priori, il faut faire attention, parce qu'on a vu que lorsqu'on écrit les choses en termes de contraintes, il y a la métrique inverse qui apparaît dans certaines relations de commutation. On peut montrer, mais c'est un calcul qui n'est pas garanti, qu'on aura exactement la même expression. C'est-à-dire que même malgré le fait que les C dépendent des Q et des P, on n'a pas besoin de termes supplémentaires pour avoir quelque chose qui soit... Alors, ceci, je vais dire, ça on dit parfois oméga est nilpotent d'ordre 2 pour le crochet de poisson. Donc, je me référerai à cette condition comme la condition de nilpotence pour cette raison. Donc, on n'a pas besoin de termes supplémentaires pour avoir un oméga qui est nilpotent. Pour la gravitation. Je l'écrirai peut-être explicitement tout à l'heure, sinon je l'écrirai peut-être là. Mais donc, je ne l'écris pas explicitement maintenant, parce qu'en fait, c'est exactement ça, mais avec les C qui sont les C qui dépendent de la métrique, où certains sont constants pour les difféomorphismes spatiaux, caractéristiques des crochets de poisson des contraintes que je vous ai déjà écrits. Donc, c'est juste prendre les crochets de poisson des contraintes, lire les C et mettre ça là-dedans. Alors, pourquoi c'est intéressant cette construction? Bon, d'abord, elle est intéressante dans un sens algébrique, parce que ça c'est non trivial, et le fait qu'on puisse le faire est intéressant en soi. Mais donc oméga, comme je vous l'ai dit, est nilpotent. Et qui dit nilpotent, on pense tout de suite à cohomologie. Donc on va définir dans l'espace des phases une cohomologie qu'on appelle la cohomologie BRST classique, qui est définie comment? Eh bien, on va définir une différentielle que j'appelle S. Donc F, maintenant, c'est des fonctions dans l'espace des phases étendues. Donc ça dépend des Q, des P, des C et des P bar. Oui? Ça, c'est le cas de l'algèbre de Lie. Oui. J'imagine que dans les autres cas, c'est une série infinie. Alors, je ne connais pas... D'abord, il n'y a pas de théorème qui garantit que ça s'arrête. Mais je ne connais pas de théorie où ça ne s'arrête pas. Sauf, en fait, il y a un modèle où ça ne s'arrête pas, mais parce qu'on met une condition supplémentaire, qui est ce qu'on appelle la superparticule, où là, si on veut préserver la covariance manifeste, on est obligé d'introduire trop de fantômes, ce qu'on appelle des fantômes de fantômes, et à chaque étape, on est obligé de faire ça, et donc à cause de ça, de la covariance manifeste, ça ne s'arrête pas. Mais si on n'insistait pas sur la covariance manifeste, ça s'arrêterait. D'accord? Mais donc effectivement,
à ma connaissance, de manière générale, il n'y a pas de théorème qui dit ça s'arrête. Bon, si on a un nombre fini de générateurs de symétrie, comme c'est des variables qui anticommutent, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais en théorie des champs, l'argument ne tient pas. Sauf si on a peut-être la localité. Donc dans certains cas, on peut dire des choses plus précises quand il y a plus de structures. Mais sans cette structure supplémentaire, on ne sait pas. Oui ? Justement, pour suivre sur cette question, cette construction, elle marche aussi pour les algèbres de dimension infinie, par exemple BMS? Formellement, oui. Mais il faudrait jauger BMS. Non. Donc, d'abord, il y a deux choses à dire. D'abord, BMS, c'est pas une symétrie de jauge, a priori. C'est une symétrie rigide. Donc, la vraie question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut faire ça pour des algèbres rigides de dimension infinie? D'abord, pour des algèbres rigides. Alors, on peut imaginer une construction BRST pour les algèbres associées à des symétries rigides, mais les conditions que je vais imposer, à savoir que les états doivent être invariants BRST, ne tiennent plus, parce qu'on peut avoir des représentations non triviales. Alors, des algèbres de jauge de dimension infinie, oui, parce que donc ceci maintenant, pour des vraies symétries de jauge, A prend une valeur X aussi. Donc à chaque point de l'espace, j'ai des... Donc c'est toujours enfin, pour les théories de champ, c'est toujours infini. Hein. Bien sûr, quand tu disais symétrie rigide, c'est sur le bord. Alors, c'est pas parce que dans le bulk, c'est une partie résiduelle des difféomorphismes. Oui, mais c'est une partie résiduelle des difféomorphismes qui n'annihile pas les états physiques. C'est uniquement les difféomorphismes qui sont nuls au bord qui sont des symétries de jauge. Donc ça, ce sera dans deux leçons. Mais oui, non, d'accord. Bien, alors, cohomologie BRST. Donc en fait, je vais définir l'action de la différentielle BRST de la manière suivante. C'est le crochet de Poisson avec oméga. Alors, c'est une très mauvaise convention, parce qu'ici, j'ai mon différentiel qui a l'air d'agir de ce côté-là, mon oméga, il agit de l'autre côté. Donc ça, alors, dans notre cas, ça ne serait pas très grave, mais quand on a des fermions et des symétries bosoniques et fermioniques, c'est mieux de mettre oméga F. Mais pour des raisons historiques, je mets F oméga. Bon, c'est juste des signes, hein, mais enfin des signes qui peuvent donner des maux de tête. Voilà. Donc il faut se rappeler que comme c'est défini ici, c'est réellement une différentielle qui agit par la droite. Bien, alors, on définit ça. Alors pourquoi c'est une différentielle? Est-ce que c'est vrai que S carré de F est égal à 0? Ben, calculons. S carré de F, c'est F oméga, et puis je reprends encore oméga. Alors, oméga n'est pas identiquement nul, mais on peut démontrer... oui, mais il y a quand même... Donc, pardon. Donc, ici, pour le crochet de Poisson gradué, il y a une identité de Jacobi circulaire. Et si on fait les choses proprement avec le signe, on voit que ceci peut se ramener à probablement 1 demi F, ou oméga F, mais je vais le mettre comme ça, peut-être un moins, F oméga. Mais il n'y a même pas le moins, je crois. Donc en utilisant Jacobi. Donc le crochet de Poisson gradué obéit à une identité de Jacobi cyclique. Et si je l'utilise, ben vous voyez, si je fais tourner les choses, je vais avoir oméga F, et puis je vais avoir oméga F oméga. Donc, qui est la même chose en utilisant les propriétés de symétrie ou d'antisymétrie du crochet de Poisson. Donc on peut ramener cette expression, c'est une identité à ça en utilisant l'identité de Jacobi, mais puisque oméga est égal à 0, ça fait 0. Et donc effectivement, S est une différentielle. Et donc je peux calculer la cohomologie. Donc, je dirais que la fonction de l'espace des faces F est BRST fermé, est un cocycle, BRST cocycle, si elle obéit à SF est égal à 0. Et je dirais qu'elle est exacte si elle peut s'écrire comme le S de quelque chose. Puisque S carré est égal à 0, toute fonction qui est le S de quelque chose, effectivement, obéit à la condition SF égale à 0.
Et donc ça me définit la cohomologie. Et puisque oméga a un nombre de fantômes bien déterminé, je peux analyser la cohomologie BRST classique, donc définie ici, nombre de fantômes par nombre de fantômes. Je peux regarder les solutions de ce problème en nombre de fantômes 0, en nombre de fantômes 1, moins 1, il y a des choses négatives aussi, 2, enfin bref, n'importe quel nombre de fantômes. Mais il y a un théorème intéressant qui dit que la cohomologie BRST de S en nombre de fantômes 0 est isomorphe à l'espace des observables. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance bijective 1 à 1 entre les classes de cohomologie ici en nombre de fantômes 0 et les observables. Alors, à nouveau, c'est un théorème que je ne vais pas démontrer. Je vais juste vous donner peut-être suffisamment pour rendre le théorème plausible. Alors, un objet en nombre de fantômes 0, donc c'est une fonction de Q, P, C, P bar, je ne mets pas les indices, qui commence par un terme d'ordre 0 que je vais écrire à 0, qui ne dépend pas des Q et des P. Et puis je vais avoir, puisqu'il faut le nombre de fantômes 0, un P bar, un certain coefficient VAB qui lui peut dépendre des Q et des P. Donc j'écris juste la condition de nombre de fantômes 0 fois CA, B, pardon, plus, etc. Imposons la condition A oméga égale à 0, qui est la condition que A soit fermé. Alors si vous regardez les choses, vous voyez que dans oméga, il y a ce premier terme-là. Et donc, le terme que je veux obtenir indépendant de P bar, donc si je regarde le terme indépendant, donc si ceci doit être égal à 0, c'est aussi un développement, et comme c'est des polynômes, donc chacun des monômes qui apparaît est indépendant, chaque coefficient doit être nul. Donc regardons le coefficient qui contient un fantôme, C, et 0 P bar. Alors, il y en a un qui va sortir de là quand je prends le crochet avec le premier terme, qui va être à 0, GA, CA. Et puis je vais avoir d'autres termes. Par exemple, ce P-là, de nouveau avec le même premier terme, P est conjugué à C, donc ça va sortir. Bon, je vais peut-être me tromper dans les signes, mais bon, donc au signe près, qu'est-ce que je vais obtenir? GA, VAB, C. Et puis tous les autres termes vont contenir au moins un P bar. Parce que pour ne pas avoir de P bar ici, il faut que je le tue avec un C, mais si je ne l'élimine pas, ben, je vais avoir au moins un P bar. Et là, j'en ai deux ou plus. Donc l'éclair, quand je prends un crochet de poisson, je peux en éliminer un ou plus, mais s'il y en a deux ou plus, j'aurai toujours un qui restera au moins. Donc ça, c'est le terme qui contient pas les P bar. Et donc vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le crochet de poisson de A0 avec G doit être nul. Donc il faut que les coefficients soient, donc je vais en mettre de C soit nul. Vous voyez que le crochet de poisson de A0 avec G, ça doit être nul en vertu des contraintes. Et donc effectivement, A0 doit obéir à l'équation ici. Invariance de jauge. Donc le coefficient A0 qui ne dépend pas des fantômes doit être invariant de jauge. Maintenant, vous voyez que quand on... Alors, si maintenant j'ajoute à A, pardon, le crochet de poisson d'un certain cas qui doit être de nombre de fantômes moins 1 alors, pour avoir quelque chose qui est de nombre de fantômes 0. Donc lui va commencer par un terme en P bar, etc., plus, etc. Et vous voyez que quand vous allez prendre ce crochet-là avec oméga, P bar étant conjugué à C, vous allez produire un terme, donc ça va être, donc quand je prends le crochet, ça va commencer par TA fois la contrainte,
plus des termes qui contiennent des p-bar d'ordre plus élevé, au moins un p-bar. Et donc vous voyez que la transformation de A0 sous cette redéfinition BRST, c'est qu'on lui ajoute un terme proportionnel aux contraintes, qui est précisément l'autre condition. Là, ce que j'ai appelé TA, je l'ai appelé lambda ici. Donc on voit que la cohomologie BRST, en nombre de fantômes zéro, ça reproduit les observables. On peut se poser la question inverse. Si je vous donne une observable, quelque chose qui obéit à ces équations, est-ce que je peux la compléter par des termes en les fantômes de manière à obéir ça? La réponse est oui. Donc là, c'est un peu plus dur à démontrer. C'est de nouveau la même technique de perturbation homologique que j'avais un peu mentionné l'année passée, mais qui s'applique ici aussi. Et donc, on a un résultat très intéressant, c'est que on peut reformuler l'invariance de jauge en termes de cohomologie BRST. Et on va voir que c'est plus commode au niveau quantique. Donc là, ceci, c'est classique. Ce que j'ai démontré, c'est que donc, classiquement, on pouvait reformuler l'invariance de jauge en termes d'invariance BRST et de cohomologie BRST. Et donc, si on arrive à développer un formalisme où on contrôle bien la cohomologie BRST, ben, on contrôlera aussi l'invariance de jauge. Et c'est la philosophie. Bien. Donc maintenant, passons à la quantification. En effet, comment va-t-on quantifier la théorie? Non, ça, c'est pas un... Ah, c'est là. Donc, je vais faire de la place. Eh bien, on va quantifier la théorie en appliquant les règles de correspondance. On est en hamiltonien, hein, donc on va faire la même chose. Bon, les Q et les P deviennent des opérateurs et leurs relations de commutation sont déterminées par les crochets de Poisson classiques. Ben, on va dire la même chose des fantômes. On va leur associer des opérateurs. Donc on va avoir un espace quantique, disons, plus grand, si je puis dire, qui contient aussi ces opérateurs fermioniques. Donc pour distinguer variable classique et variable quantique, je vais mettre des chapeaux, mais je ne suis pas sûr que je le mettrai tout le temps. Donc on va avoir des opérateurs correspondant aux fantômes. Et il faut que la théorie quantique me donne une représentation des relations de commutation correspondantes. Alors à nouveau, quand je parle de commutation, c'est toujours au sens gradué. Donc quand je parle de commutateur gradué de variables fermioniques, c'est réellement un anticommutateur. Mais néanmoins, j'utilise la notation crochet. Donc le crochet ici, donc je vais peut-être même d'ailleurs être tout à fait explicite. P, donc par définition, puisque c'est des variables anticommutantes, pardon, c'est l'anticommutateur. Donc c'est un objet symétrique. Hein. D'accord? Et donc on demande quoi? Eh bien que ce soit I H bar fois le crochet de Poisson, qui est delta AB. Donc, outre les opérateurs associés au QI et au PI, on aura les opérateurs associés aux fantômes et à leur moment conjugué. Et la contrainte, c'est qu'on doit avoir ça. Alors, puisque les CA sont réels, classiquement, on va le demander qu'ils soient hermitiens quantiquement. Puisque leurs moments conjugués sont imaginaires purs, mais ils doivent être anti-hermitiens au niveau quantique. Et en fait, une manière de réaliser ces relations de commutation, c'est de considérer des états, donc la représentation où les C sont diagonaux, si je puis dire, ou donc par des fonctions qui dépendent des fantômes, et où l'opérateur CA, ben, c'est juste multiplication par CA, et l'opérateur PA, bar, agissant sur F, c'est H bar sur I, D sur DF sur DCA. Donc comme les CA sont des variables qui anticommutent, on aura automatiquement les bonnes relations d'anticommutation.
Alors, vous voyez tout de suite que comme c'est des variables qui anticommutent aussi, l'espace des f, si j'ai un nombre fini de C, ça va être finidimensionnel. Et j'aurai en particulier un état qu'on note parfois comme ceci, qui ne dépend pas des C du tout, donc qui a la propriété d'être annihilé par les P. Donc c'est le plus bas dans le développement, c'est celui qui ne dépend pas des C. Donc si vous différenciez par rapport à C, ça donne 0. Et puis je vais avoir un état qui est juste l'opposé, complètement rempli. Donc ça, ce sera en un sens le vide fermionique, ça c'est l'état complètement rempli, qui lui est annihilé par les C. Pardon. Donc en fait, c'est l'état qui, dans cette représentation, ce serait le produit C1, C2, Cm, si je suppose qu'il y a M contraintes. Il est clair que si vous multipliez par un C comme ça anticommute, ça fait 0. D'accord? Donc il y a l'état complètement rempli et l'état complètement vide, si je puis dire. Les deux vont jouer un rôle important dans la formulation BRST. Alors, quelle est l'idée de l'approche BRST? D'abord pour les observables. On va dire que les observables sont donnés par la cohomologie BRST quantique. Donc en fait, on va supposer que l'opérateur oméga quantique, qu'on a réussi à résoudre les problèmes d'ordre de manière à ce que cette propriété soit préservée au niveau quantique. Donc ceci, ça devient proportionnel à l'anticommutateur. Donc c'est 2 fois oméga carré. Donc on va supposer que oméga carré est égal à 0 et que oméga est hermitien, puisque c'est réel classiquement. Alors, ce qu'on va faire, on va dire les observables, c'est les opérateurs qui commutent au sens gradué qui sont en nombre de fantômes 0 et qui commutent. Enfin, on va prendre les mêmes définitions, mais on va les transcrire en termes de commutateurs gradués. Donc, c'est opérateur f oméga égale à 0 et f est identifié à f plus le commutateur gradué de oméga avec k, quel que soit k. Donc ça va être la cohomologie BRST quantique. Et si on a des règles, à la limite où h bar tend vers 0, on retrouve les équations que je vous ai écrites ici. Donc ça, c'est la motivation. Et on impose la condition de nombre de fantômes 0. Alors ça va être utile pour la suite. On peut introduire un opérateur qui compte le nombre de fantômes que je vais appeler G ronde chapeau. Je vais vous l'écrire. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que cet opérateur, si je prends son commutateur gradué avec les opérateurs de fantômes, ça me reproduit les opérateurs de fantômes. Et je veux aussi que le commutateur gradué de G bar avec P bar, là cette fois-ci ça me donne un signe moins, puisque les P bar sont le nombre de fantômes moins 1. Alors, c'est assez facile de voir que la solution de cette équation, et puis ça doit commuter avec les Q et les P, QI et PI qui n'ont pas de nombre un nombre de fantômes 0. Alors, il existe une solution de ce problème que je vais écrire ici, qui est P bar A CA moins CA P bar A. Et j'ai choisi en fait un ordre où G est anti-hermitien. Bon, si je pourrais par exemple prendre que ça, sans le facteur 1,5, c'était clair que ceci, je peux le remettre dans l'autre sens et j'attrape juste une constante. Donc, il y a plusieurs ordres possibles, mais qui donneront la même relation de commutation, puisque ceci, ça me définit G qu'à une constante près. J'ajuste la constante de manière à ce que G soit anti-hermitien.
On va voir que c'est aussi ce qu'il faut pour avoir des valeurs propres réelles. Vous allez me dire comment un opérateur anti-hermitien peut avoir des valeurs propres réelles. Bon, rappelez-vous que les produits scalaires, dont j'ai pas encore les produits scalaires, j'en ai pas encore beaucoup parlé dans cet espace-ci, c'est pas défini positif. Donc on peut avoir des opérateurs anti-hermitiens qui ont des valeurs propres réelles. En fait, oui, le produit scalaire dans le secteur d'essai, en fait, c'est pas tellement ça qui pose des problèmes. C'est donné par l'intégrale de Bérésine standard. C'est-à-dire l'intégrale, je vous rappelle, l'intégrale de Bérésine est définie comme ceci. Donc, Bérésine a montré comment il fallait intégrer des variables de Grassmann. Voilà, donc je prends cette intégrale-là. On peut voir que et donc le produit scalaire de deux fonctions d'essai, puisque je prends cette réalisation-ci, ça va être juste donner l'intégrale de f star fois g intégré sur les DC. Donc c'est clairement, on peut le voir tout de suite, un produit scalaire qui n'est pas du tout défini positif, mais néanmoins qui est tel que toutes les propriétés que je vous ai indiquées ici sont satisfaites. Bien. Alors ça, c'est la cohomologie pour les observables. Pour les opérateurs, se pose maintenant la question, et c'est celle-là qui nous intéresse et qui est plus subtile, de la cohomologie pour les états. Donc quelle est la bonne condition à imposer sur les états physiques? Et puis après, on abordera le problème de définir le produit scalaire. Alors, puisque les états physiques doivent être invariants de jauge, dans Dirac c'était ce qu'il nous avait dit, et qu'ici maintenant on a reformulé l'invariance de jauge en termes de symétrie BRST, il est naturel de demander que les états physiques soient annihilés par oméga. Ça correspond à l'expression de l'invariance de jauge. Et puisque oméga carré est égal à 0, il est clair qu'il y a des solutions immédiates de cette équation qui sont oméga qui, les solutions. Mais d'autre part, et ça c'est à supposer que j'ai bien défini le produit scalaire que je n'ai pas encore abordé, mais si tout marche bien, on aura, si j'arrive à développer les choses de manière cohérente, qu'un état comme ceci est orthogonal à tous les états physiques, oméga étant hermitien. Donc je peux le faire agir comme ça et j'obtiens 0. Et donc, on va définir les états physiques comme les classes de cohomologie des états solutions de cette équation. Mais une question qui se pose, c'est que faire du nombre de fantômes? Pour les observables, c'était clair. Donc, il faut aussi imposer une condition sur le nombre de fantômes. Quelle condition doit-on prendre? Pour les observables, c'est clair, c'était le nombre de fantômes 0, parce que là, le commutateur correspond directement au crochet de Poisson. Mais ici, c'est un peu plus subtil. On pourrait dire on va imposer qu'il soit égal à 0, mais en fait, on pourrait ne pas avoir d'état de nombre de fantômes 0. Donc ça pourrait être, c'est pas un bon choix. Donc pour comprendre ce qui se passe, je vais prendre un modèle super simple où on contrôle tout, on voit bien ce que c'est que la physique à chaque instant, et je vais formuler la théorie sans fantômes, puis la théorie de Dirac, et puis la théorie avec fantômes, et on va voir quelles sont les difficultés. Donc ça, c'est un modèle simple, où on est débarrassé de toutes les difficultés techniques de relations d'ordre, où on peut tout résoudre. Et ceci est destiné à montrer que c'est une question non triviale. De compléter ces équations qui, elles, sont naturelles,
donc la cohomologie B est restée dans l'espace des états, par une condition sur le nombre de fantômes. Donc on va essayer de voir comment il faut faire. Et en fait, il y a plusieurs choix possibles, et il y en a qui sont plus malins, si je puis dire, que d'autres. Alors, le modèle super simple que je vais prendre, donc ça c'est 3. C'est un modèle où j'ai un espace des phases de dimension finie et où les contraintes, c'est simplement certains moments conjugués sont égaux à 0. Donc je vais diviser les choses en Q alpha et Q A. Et les PI seront donc les P alpha, PA, où alpha prend un certain nombre de valeurs, et les contraintes, ça va être PA égale à 0. C'est facile, crochet de poisson, les contraintes entre elles, 0. Et qu'est-ce qu'elles engendrent comme transformation de jauge, les contraintes? Donc il faut, ou de manière générale, F, c'est donc, rappelez-vous, la règle générale, c'est le crochet de poisson avec les contraintes. Et donc, comme P est conjugué à Q, vous voyez que ceci permet de faire bouger QA comme on veut, mais que toutes les autres variables, Q alpha, P alpha, ont un crochet de poisson nul avec les contraintes et donc sont invariantes de jauge. Donc les observables sont les fonctions de Q alpha de P alpha. Q n'est pas invariant de jauge, et comme on peut lui donner c'est une variable pure jauge, comme on appelle, on peut lui donner n'importe quelle valeur, et son moment conjugué correspondant étant égal à 0, il n'apporte rien du tout. Donc en fait, on a une paire physique et une paire pure jauge. Bon, donc là, on contrôle bien la physique, les invariants de jauge. C'est clair, la physique, c'est les Q alpha et les P alpha, et les autres, c'est un peu une décoration, si je puis dire. Mais néanmoins, c'est utile de regarder des choses. Alors, dans ce cas-là aussi, puisque les transformations de jauge déplacent les Q, une condition de jauge, ça doit être quelque chose qui fixe les Q. Les QA. Donc les QA en fonction du reste, ça va être une condition de jauge. Oui? Si on oublie la covariance et la localité, on peut toujours se ramener. Alors, en principe, oui, en principe. Je dis en principe parce que c'est parfois des... Donc il y a un théorème qui dit que tout système de contraintes peut être abélianisé et donc être amené à ça. Mais c'est un théorème qui est peut-être qui ne satisferait pas, je pense, nos collègues mathématiciens. Dans le cas des théories des champs, ou dans le cas, il peut y avoir des obstructions globales, il peut y avoir de ce genre de considération qui apparaît, mais en principe, c'est un peu le théorème de Darboux appliqué à ce contexte qui dit qu'en un sens, un système de première classe peut toujours être vu comme dp. Donc il y a une sorte de forme de la même... Mais le théorème de Darboux, c'est local aussi, donc ça a les mêmes limitations. Et en théorie des champs, c'est encore plus compliqué. Il y a beaucoup d'autres questions qui se superposent. Donc en mécanique classique, là on peut, disons, plus ou moins contrôler de manière satisfaisante, mais néanmoins, c'est parfois un théorème qui est utile parce que, justement, ça permet de guider l'intuition. Se dire, après tout, c'est pas loin du cas général, et donc si je comprends ce qui se passe là, je comprends ce qui se passe en général. Et si j'arrive à formuler les choses d'une manière qui n'utilise pas explicitement cette forme. Alors, description quantique. Bon, alors la première description quantique, et tout doit être équivalent à celle-là, c'est de se dire, mais puisque QA n'est pas physique et PA non plus, PA c'est 0, QA c'est n'importe quoi, la vraie physique, c'est les Q alpha et les P alpha. Et donc, je vais uniquement quantifier les Q alpha
et les P-alpha, qui définissent ce qu'on appelle l'espace des phases réduit, l'espace des invariants de jauge. Là, on met la main dessus très facilement. Et donc, mes états vont être juste fonction, par exemple, dans la représentation des Q, f de Q alpha, P alpha, c'est de la dérivée par rapport à Q alpha, et l'intégrale, ben, clairement, on n'intègre que sur les Q alpha, pour le produit scalaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantification dans l'espace des phases réduit, et dans ce cas-ci, toute autre méthode de quantification doit être équivalente à ça. Alors, regardons Dirac. Dirac, lui, nous dit de garder tout, et puis d'imposer la condition que la contrainte annihile les états. Donc ça, je vais mettre peut-être un mot. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantification basée sur l'espace des phases réduit. Pourquoi réduit? Parce qu'on a tout reformulé en termes de quantité invariante de jauge. Et qui, elle, ne voit plus, puisqu'on n'a plus que des invariants de jauge, ben, on ne voit plus l'invariance de jauge. Alors, Dirac. Dirac nous dit, ben, on va prendre les états, on va travailler dans l'espace des fonctions de tous les Q, Q alpha, QA, très bien. Mais on va dire, puisqu'on sait qu'il y a une invariance de jauge là, les états physiques doivent être annihilés par les contraintes. Hein, donc je vous rappelle, c'était ça. Donc c'est l'analogue de Wheeler de Witt dans ce cas simple. Et c'est donc, puisque les CDP, c'est h bar sur i, mais comme c'est égal à 0, je ne l'écris pas, ça va être d psi sur dqa est égal à 0. Et donc, psi est égal à psi de q alpha. Ah, très bien. C'est exactement le même espace fonctionnel qu'ici. Mais maintenant, Dirac dit aussi, ben, comme tous ces opérateurs doivent être réalisés, donc a priori, d'après Dirac, on devrait prendre comme produit scalaire un produit scalaire où on intègre sur toutes les variables. Donc psi star, donc je ne vais peut-être pas écrire psi star. Donc si je me donne deux états comme ça, et puis mettons zeta de Q alpha QA, ça c'est le produit scalaire naturel dans ce grand espace de Dirac. Mais vous voyez que le problème, c'est que si maintenant je suppose que phi et zeta sont des états physiques, ils ne dépendent, c'est-à-dire ne dépendent que de Q alpha, je vais obtenir un infini à cause de l'intégrale sur les QA. Donc je vais obtenir l'infini pour les états physiques. C'est ce que je vous ai dit. On intègre sur les orbites de jauge. Si les orbites de jauge, elles sont décrites par QA, qui peut prendre n'importe quelle valeur, donc si j'intègre sur les orbites de jauge, ben, j'obtiens l'infini. Donc ce n'est pas satisfaisant. Alors vous allez me dire, mais c'est très facile, on va mettre une condition de jauge, par exemple une certaine fonction des QA et des Q égale à 0. Par exemple, je pourrais poser QA égale à 0, je pourrais poser QA égale certaines fonctions des QI, après tout, je peux adapter ma jauge. Et je vais faire ça, et donc ça me tue l'intégrale sur les orbites, et donc ça me rend les choses finies. Très bien, mais il n'est pas vrai, il n'est pas garanti, mais en plus, on peut voir tout de suite que ce n'est pas le cas, que cette intégrale ne dépend pas du choix de la condition de jauge. C'est très facile à voir. Supposons qu'au lieu de dire mes conditions de jauge, c'est qui, enfin il y en a plusieurs, hein, puisque c'est qui a égale à 0, mais je dis c'est 2 qui a égale à 0, delta de 2 qui a, c'est pas égal à delta de qui a, donc je ramasse un facteur. Dans ce cas-là, 0, c'est pas très grave, on peut contrôler, mais si je fais une redéfinition qui a des conditions de jauge, j'en prends d'autres et que le passage de l'une à l'autre, ça fait intervenir les Q, je vais avoir quelque chose de plus compliqué. Et en fait, c'est exactement le même problème que pour l'intégrale fonctionnelle. Il faut compenser par ce qu'on appelle le déterminant de Faddeev-Popov, ou l'analogue ici du déterminant de Faddeev-Popov. Mais il faut savoir comment faire. Bon. Donc,
ceci n'est pas satisfaisant. Donc juste insérer une condition de jauge et rien d'autre n'est pas satisfaisant, parce que ça n'est pas invariant, ça n'est pas indépendant du choix de la jauge. Or, si la théorie est invariante de jauge, il vaut mieux avoir des résultats qui ne dépendent pas du choix de la jauge. Il ne faudrait pas que si quelqu'un calcule les choses dans la jauge A, quelqu'un d'autre dans la jauge B, ils n'obtiennent pas les mêmes résultats physiques, pour la physique. Donc ce n'est pas satisfaisant. Et je vais vous montrer que, alors BRST, peut-être avant de calculer le produit scalaire, parce que ça c'est la partie difficile, voyons d'abord comment on peut reproduire les états physiques. Donc, on voit que Dirac, il y a un problème à cause de cet infini. On comprend son origine, mais on ne sait pas très bien comment en soigner. Alors, voyons dans BRST ce que ça donne. Bon, là, c'est assez facile à construire. L'approche BRST, qu'est-ce qu'elle va me dire? D'abord, je construis oméga, et donc c'est les contraintes fois les fantômes. Puis, normalement, je dois compléter par des termes d'ordre supérieur, mais comme les contraintes ont des crochets de poisson nuls entre elles, on peut voir tout de suite que cette expression, sans rien en plus, satisfait à oméga, oméga est égal à 0. En fait, oméga ne dépend que des P pour le secteur bosonique et que des Q pour le secteur fermionique. Donc, clairement, il n'y a rien qui a un crochet. Il n'y a pas les P bar et il n'y a pas les Q. Donc c'est clair. Alors, pour les observables, on peut voir tout de suite que donc ça, c'est la partie claire et facile. Hein. Les observables vont être des fonctions de ces opérateurs, mais on peut voir à nouveau que les observables, quand on utilise la cohomologie, ça va être comme le calcul classique, ça va se ramener en fin de compte à des opérateurs qui ne dépendent que des Q alpha, que des variables de l'espace réduit, Q alpha, P alpha. Donc ça, c'est la partie, disons, directe. Mais regardons maintenant les états. Et alors, avant même de définir comment calculer le produit scalaire, regardons comment la cohomologie des états peut reproduire ce qu'elle doit reproduire, c'est-à-dire la quantification dans l'espace des phases réduit. On va d'abord déterminer les états physiques. Donc on va imposer la condition oméga psi égale à 0, et on identifie psi avec psi plus oméga qui. Hein. Oui, donc là je peux mettre un chapeau tout de suite, puisque tout commute. Il n'y a pas de problème d'ordre. Oui, donc enfin, je ne vais peut-être pas le mettre là. Donc oméga chapeau, c'est égal à PA CA, et si vous faites le carré de ça, ça fait 0. Alors, quelle est la bonne condition sur le nombre de fantômes? Donc je vous ai dit, le nombre de fantômes G, donc on a envie d'imposer une condition, G psi est égal, donc une condition où on dit que l'état est vecteur propre de l'opérateur nombre de fantômes pour une valeur propre bien définie. Hein, et les observables ayant nombre de fantômes 0 ne vous changeront pas ce nombre de fantômes-là. Donc tout sera bien défini dans ce sous-espace. Alors, le nombre de fantômes est défini par cet opérateur, mais peut-être avant d'imposer la condition, on va calculer G agissant sur l'état vide. Alors vous voyez que donc G agissant là-dessus, donc pour calculer la manière la plus facile, je vais anticommuter ça, je vais avoir moins 2 fois ça, mais qui donne 0, mais j'ai une constante qui va être, le commutateur c'est I fois le crochet de poisson, donc je vais avoir un I, M fois, si M est le nombre de, donc A va aller de 1 à M. Hein. Donc je vais obtenir M fois I carré demi, c'est-à-dire moins M demi. Donc cet état-là est le nombre de fantômes moins M demi. Et l'état qui est complètement rempli,
bon, dans ce cas-là, c'est les C qui annihilent les choses. Donc pour calculer les choses de manière plus facile, je vais de nouveau faire, cette fois-ci permuter ici. Donc je vais obtenir ça 2 fois, mais avec la constante moins I carré sur 2 fois M, c'est-à-dire plus M demi. Et le nombre de fantômes saute chaque fois de 1. Donc on part de moins M demi, puis c'est moins M demi plus 1. Si je prends l'état où il y a juste un C, puis l'état où il y a 2 C, ça va me donner plus 2 ce que j'ai calculé. Donc vous voyez que si M est impair, c'est mal parti d'imposer une condition sur le nombre de fantômes que ce soit 0. Il n'y a pas d'état de nombre de fantômes 0. Alors, regardons néanmoins la cohomologie, parce qu'en fait, on va voir que c'est ça qui est intéressant, et on va le voir pourquoi. C'est la cohomologie associée à ça et associée aux deux, même si ceci est en fait la plus commode. Mais ça va être la description duale de l'autre. Donc là, je vais passer un peu de temps là-dessus. Donc en fait, regardons la cohomologie en nombre de fantômes 0. Moins M demi, je ne sais pas pourquoi je dis 0, le plus bas. Et puis on regardera la cohomologie en nombre de fantômes M demi. D'accord ? On veut gagner de l'intuition. On ne sait pas très bien à quelles conditions imposer sur le nombre de fantômes, donc regardons ce qui se passe dans ce cas simple. Si le nombre de fantômes est moins M demi, donc je dois travailler avec les états ici. Donc mes fonctions vont être des fonctions qui vont dépendre de Q fois l'état annihilé par les fantômes. Pardon, annihilé par les P. Ça, c'est l'état annihilé par les P. Donc, quand je vais agir avec oméga et demander que ce soit égal à 0, ça va me dire, puisque C a une action non nulle là-dessus, je vais juste avoir les états avec 1C, qu'en fait, GA de psi est égal à 0. De psi de QA, pardon. Donc je vais écrire GA comme GA, qui est une fonction qui est juste... oui. Donc c'est D psi sur DQA est égal à 0. Parce que ce que j'obtiens en agissant ici, j'obtiens D psi sur DQA, c'est le P qui est ici, multiplié par C est égal à 0, puisque C, c'est des variables. Donc ça veut dire que les coefficients des C doivent être nuls. Donc je retrouve la contrainte de Dirac si je travaille dans cette représentation. Et ça va être vrai tout le temps. C'est-à-dire si j'avais une théorie plus compliquée avec un oméga qui a plus de termes, et que j'agis sur l'état qui est annihilé par les p-bar, eh bien, je vais avoir que le coefficient, disons, qui dépend des Q de cet état, doit être annihilé par les contraintes, parce que dans le calcul de oméga psi, je vais avoir GA agissant sur psi fois l'état fois CA agissant sur cet état-ci. Alors ça, c'est des états indépendants, donc il faut qui doit être 0. Ça, c'est pas nul, et c'est indépendant, donc il faut que les coefficients là soient nuls. Donc on retrouve la condition de Dirac quand on se place en nombre de fantômes moins M demi. Alors qu'apporte la cohomologie? Donc il faut identifier des états qui diffèrent par le oméga de quelque chose. Mais si là je suis en nombre de fantômes le plus bas possible, et qu'il faut que je prenne ici un nombre de fantômes moins M demi moins 1, ce qui n'existe pas, donc en fait la cohomologie n'apporte rien. Donc vous voyez que il y a une correspondance directe entre la condition de BRST et les états physiques de Dirac quand on se place en nombre de fantômes moins M demi. Alors, par contre, j'ai toujours pas, donc on va s'en préoccuper plus tard, mais avant de poursuivre, on pourrait se dire maintenant, et que vaut le produit scalaire de ces états entre eux? Donc je prends deux états qui sont solution de là, maintenant il y a cet état ici, le vide des fantômes qui apparaît en plus, qu'est-ce que ça vaut? Ben, on n'a pas vraiment, enfin je ne sais pas si on peut dire qu'on a amélioré la situation ou pas, mais puisqu'on a
les solutions ici, ça obéit à l'équation de contrainte. On sait que lorsqu'on va intégrer sur les Q, ben, on intègre toujours sur les directions, on va obtenir un infini. Mais alors, je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux, on obtient dans le même temps que le produit scalaire de ces états-ci, c'est 0. Donc en fait, on obtient une expression qui est mal définie quand on calcule le produit scalaire. Donc on n'a pas vraiment encore fait le progrès nécessaire pour comprendre le produit scalaire, qui est ces états ont une norme mal définie, 0 fois l'infini. Parce qu'on intègre en un sens sur des directions de jauge fermioniques qui donnent un 0. Donc il va falloir faire quelque chose. On n'est pas au bout de nos peines. Et je crains que malheureusement, on ne sera pas au bout de nos peines pour la leçon d'aujourd'hui. Mais bon, voilà. Parce que les autres états sont en fait plus intéressants ici. Et c'est surtout ceux-là que je vais utiliser plus tard. Mais donc je voudrais vous montrer qu'ils sont plus intéressants. Mais donc, pour résumer, si on impose la condition que le nombre de fantômes est le plus bas possible, on pourrait se dire que ça correspond un peu à la condition nombre de fantômes égale à 0, on obtient des états qui sont décrits par des fonctions des Q qui sont exactes, qui obéissent à la condition de Dirac. Donc et il n'y a pas d'identification à faire parce qu'on est au plus bas. Et donc là, on voit très clairement le lien entre BRST et Dirac. Mais par contre, pour le produit scalaire, bon, je dirais il y a un peu d'espoir parce qu'on se dit c'est 0 fois l'infini, donc peut-être qu'il y a moyen de régulariser plus facilement, mais on n'y est pas encore. Alors, regardons les autres états. Donc les états qui ont le nombre de C maximum. Et regardons ce que dit BRST. Donc on applique les règles de BRST. Donc cette fois-ci, je dis mes états, ben, c'est une fonction des Q et des P. Pardon, des Q fois, pour les fantômes, l'état complètement rempli. Et regardons ce qu'impose oméga psi égale à 0. Alors dans ce cas-ci, en fait, on a un peu une situation qui est en fait, c'est pas un peu duale, elle est réellement duale de la précédente. C'est que cette fois-ci, la condition oméga psi égale à 0, elle n'impose rien. Et pourquoi elle n'impose rien? Parce qu'oméga fait monter le nombre de fantômes de 1, et on est déjà au nombre de fantômes maximum. Donc c'est automatique. N'apporte aucune condition sur psi. Sur psi de QI, pardon. Vous allez dire, oh, il n'y a plus grand-chose alors. Mais par contre, ceci va nous apporter quelque chose. Donc la cohomologie, donc le fait qu'il faut prendre un quotient, va nous apporter quelque chose. Alors, je travaille dans cette représentation-ci. Donc, qui doit être le nombre de fantômes m demi moins 1. Donc, je ne peux pas avoir le nombre maximum de fantômes quand je développe en les fantômes, mais il y en a un de moins. Donc, je vais écrire ça. Donc, qui va être une somme, somme sur A. Alors, je vais prendre les mêmes notations que dans mes notes. Non, c'est dangereux. Donc, on va regarder ça. Oui, donc je dois omettre un CA. Donc si je regarde le produit C1, C2, j'omets un CA. Je vais écrire ça. Oui, peut-être pas chapeau, c'est une mauvaise. Donc je vais le mettre comme ça. CM. Donc il y a M manières différentes d'omettre un des fantômes. Donc comme ça, je suis en nombre de fantômes moins 1 par rapport au nombre maximum. Celui que j'omets, je le mets entre parenthèses. Et le coefficient correspondant, je l'appelle MA. Donc il y a une somme sur A, sur chaque manière possible d'enlever un fantôme.
et je regarde ce que vaut oméga qui. Rappelez-vous, oméga, c'est PA, CA. Oméga va remettre un C. Oui, agissant là-dessus, pardon. Oui, donc c'est sur ça. Oui. Et donc, la partie C, ici, va rajouter le fantôme correspondant, et le PA va me dire comme coefficient, j'ai la DMA sur DQA. Donc, à un I près, donc je ne vais pas me fatiguer pour le I, je mets ça, ça va être DMA sur DQA, et puis l'état rempli. Parce que j'ai remis le C qui manquait. Donc vous voyez que cette fois-ci, on a une relation d'équivalence non triviale, que psi de QI est équivalent à psi de QI plus DMA sur DQA. Alors, pour définir la cohomologie, je dois être précis sur le type de fonction que j'accepte. Et en fait, et l'analogie est vraiment directe, vous savez bien que la cohomologie de 2 rames, si je travaille avec des formes à support compact, ou si je travaille avec des formes dont le support n'est pas restreint, n'est pas la même. Par exemple, en nombre de formes maximum, en fait c'est précisément ce qu'on a, la cohomologie peut être triviale ou non triviale selon que vous êtes avec des formes à support compact ou pas. Si vous n'avez pas de conditions sur le support, la cohomologie est triviale, c'est une des conséquences du lemme de Poincaré, mais si vous imposez une condition de support compact, c'est un peu comme sur la sphère alors, et vous avez une cohomologie non triviale, réduite à R, et qui est en fait la duale de la cohomologie en nombre de formes 0, pour les non compacts. D'accord? Donc, pour analyser plus en détail, donc vous voyez que ceci, c'est réellement comme si je travaillais avec des M formes, hein, si je peux identifier ça. Alors j'ai une notation où je travaille non pas avec la forme elle-même, mais avec son dual qui est une densité, et là j'ai des densités vectorielles pour les M-1 formes. Mais vous voyez que c'est les mêmes équations. Oui, il y a des questions. Donc tout ça pour dire que si je veux comprendre ce qui se passe ici, je dois être un peu plus précis sur les psi que j'accepte et les m que j'accepte. Et en fait, je vais choisir l'espace dans lequel je travaille. Mais après tout, on a envie de reproduire la physique qu'on connaît. Mais, donc, ceci est destiné à nous guider pour les cas plus compliqués. Et on a envie d'utiliser cette dualité qui existe entre la cohomologie à support compact en nombre de formes maximum et la cohomologie pas support compact en nombre de formes 0, qui est exactement ce qu'on avait calculé ici. Hein, donc là, les psi ne sont pas à support compact, puisqu'ils ne dépendent pas des QA, donc c'est clairement pas à support compact. Regardons juste les QA. Les Q alpha, en un sens, c'est des variables spectatrices. Hein. Si je regarde juste les QA, en fait, j'ai la variété des QA. D'une part, la cohomologie en nombre de... Le nombre de fantômes moins m', c'est réellement le nombre de formes 0. Donc je regarde les formes constantes. Bon, elles n'ont pas support compact, mais on a vu que c'était la cohomologie intéressante. Maintenant, on sait par les théorèmes de dualité que c'est dual de la cohomologie à support compact en nombre de formes maximum. Et donc on va imposer cette condition. Donc ça revient à dire quoi en termes de conditions? Donc je vais supposer... Alors, on n'est pas obligé de supposer support compact. Bon, du moment que les intégrales sont chaque fois finies et convergent bien, ça suffit, donc je ne vais peut-être pas... Mais si vous avez envie d'avoir un cadre précis en tête, vous pouvez supposer que c'est un support compact. Donc ce que je vais demander, c'est que, par exemple, donc les Q alpha, c'est des variables spectatrices. Hein, donc je vais demander que les fonctions que je considère,
qui sont réellement des formes dans l'espace des Q, puisque c'est décoré par des C, obéissent à la propriété que si vous intégrez sur les Q, c'est fini. Si c'est un support compact en Q, donc je ne regarde que le support en les QA, puisque c'est les variables intéressantes. Donc si c'est un support compact en les QA, c'est automatique. Mais en fait, je peux me contenter d'une condition un peu plus large, qui est celle-là. Et donc vous voyez que l'ambiguïté, c'est que psi est équivalent à psi plus dma sur dqa, et je vais poser la même condition sur les ma, c'est qu'il soit un support compact, et donc en particulier, ça veut dire que les ma sont tels que leur flux à l'infini dans l'espace des Q. Donc sur la sphère à l'infini qui sera de dimension m-1, à l'infini, soit égal à 0. Alors on sait que sous ces conditions, on va avoir que, bon, si j'oublie la dépendance en les Q alpha, la cohomologie est à une dimension, mais donc ça veut dire que si je réétablis les Q alpha, ça veut dire que dans chaque classe de cohomologie, je vais pouvoir trouver une fonction qui ne dépend... Enfin, je vais pouvoir identifier la cohomologie ici à l'espace des fonctions des Q alpha. Alors, même pour être tout à fait précis, je vais terminer là-dessus. Voyons comment on peut construire ça explicitement. Je peux... Bon, introduisons une fonction, comment je l'appelle, S de QA, telle que son intégrale sur les Q soit égale à 1. Supposons maintenant que j'ai une fonction psi de Q alpha et de QA qui obéissent à cette condition. J'appelle ça mu de Q alpha. Eh bien, je prétends que psi Q alpha QA moins mu de Q alpha S de QA, c'est BRST trivial, c'est-à-dire ça peut s'écrire comme la divergence d'un MA. Donc S, je l'ai fixé une fois pour toutes comme ça, c'est juste que je fais un choix dans la classe de cohomologie. Vous choisissez un autre S, le choix serait différent. Donc je choisis S une bonne fois pour toutes comme ça. Je calcule ça, qui est fini, puisque j'ai imposé cette condition-là d'avoir une intégrale finie, et je dis, voilà, connaissant cette intégrale, je forme cette fonction-ci, et je prétends que cette fonction-ci diffère de la fonction psi qu'on s'est donnée par la divergence d'un champ de vecteurs que j'ai écrit là. Alors c'est assez évident parce que l'intégrale de ça et l'intégrale de ça sur les Q, c'est la même chose. Et donc dans ce cas-là, on sait que les choses peuvent s'écrire comme de cette manière-là. Et donc vous voyez que dans chaque classe de cohomologie des psi, donc les psi sont soumis à aucune condition. Donc on est vraiment dans le cas extrême. De l'autre. C'est vraiment que toute intégrale nulle est forcément nulle. Si ça est support compact, certainement. Oui, c'est Compact, oui, parce que la cohomologie est... Oui, d'accord. Donc j'ai dit ici, il faut peut-être renforcer un peu les choses, mais c'est les seules propriétés que je vais utiliser. Et donc effectivement, pour avoir ça, il faut, on veut avoir la cohomologie qui est la même que dans l'espace des formes de support à support compact. Donc ça le garantit. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas des espaces plus larges qui seraient aussi à cohomologie à une dimension, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le point. Donc si on veut être assuré et marcher sur un terrain ferme, imaginons support compact. Mais donc vous voyez, on a un phénomène très intéressant, et c'est en fait une dualité de Poincaré qui est connue. Mais vous voyez qu'on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en nombre de fantômes minimum, la condition que c'est annihilé par oméga, c'est tout, et l'autre, l'identification n'apporte rien, et ici c'est exactement l'inverse.
la condition oméga psi égale à 0 n'apporte rien, parce qu'elle est automatiquement satisfaite, et c'est l'identification qui contient tout. Et en fait, c'est réellement des choses qu'on connaît aussi en algèbre linéaire. Si vous voulez décrire le dual d'un hyperplan, ben ça va être, donc un hyperplan c'est défini par une équation, mais dans la formule, le dual va être naturellement l'espace d'équivalence des informes qui prennent la même valeur sur cet hyperplan. Donc vous voyez qu'une relation, une équation dans une formulation devient une relation d'équivalence dans l'autre. On a la même chose ici. Mais le grand avantage, donc évidemment, les équations à résoudre ici ne sont pas très compliquées. Mais ce que je vous ai dit, c'est vrai aussi pour tout système de contraintes. Et donc, et en particulier, on peut faire pour la gravitation, et on aura une formulation de Wheeler de 8 BRST. Alors, soit je prends ce cas-là, et je vais retrouver directement l'équation de 8, donc ça me donnera l'équation de Wheeler de 8. Mais dans l'autre cas, c'est beaucoup mieux, parce que je n'ai pas à résoudre l'équation de Wheeler de 8. Je n'ai à résoudre aucune équation. Évidemment, tout le travail dur, c'est de faire l'identification. Bon, on ne peut pas tout gagner quand même. Mais enfin, au moins, on peut manipuler des classes d'équivalence d'état physique. Et c'est très facile quand on est en nombre maximum de fantômes, donc ce que j'ai appelé flèche vers le dessus, voilà. C'est très facile, c'est toujours des états physiques. Il y a une énorme redondance puisqu'il y a l'équivalence qui est non triviale, mais néanmoins on a des états physiques. Donc on va voir que c'est les états avec lesquels il est intéressant de travailler. Si vous faites le calcul du produit scalaire avec ces états, de nouveau vous allez obtenir quelque chose qui n'est pas satisfaisant et qu'il va falloir régulariser. Donc la régularisation du produit scalaire que j'espérais faire aujourd'hui, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas aujourd'hui, je la ferai la semaine prochaine. Je vous expliquerai comment, dans le cadre BRST, on peut naturellement régulariser ces produits scalaires d'une manière qui soit formellement indépendante si c'est équivalent à un choix de jauge, de ce choix de jauge. On a beaucoup plus de liberté. Il y a une formulation où ça revient à fixer la jauge, mais on voit tout de suite ce qu'il faut faire pour que ça ne dépende pas de la jauge. Donc ça va automatiquement reproduire ici, par exemple, le déterminant qu'il faut pour avoir quelque chose qui est indépendant de la jauge. Mais, donc ça, ce sera pour une formulation. Donc je vois qu'il est l'heure, donc malheureusement je dois m'arrêter ici. Mais donc pour résumer, je vous ai montré comment extraire la physique, enfin pas encore, parce que je ne vous ai pas dit comment calculer les produits scalaires, mais je vous ai montré comment retrouver les états qui doivent être les états physiques dans la formulation BRST. Et on a vu qu'il y a au moins deux approches distinctes. Soit on les retrouve en nombre de fantômes minimum, mais alors là la correspondance avec Dirac est directe. Soit on les retrouve en nombre de fantômes maximum. Alors, la correspondance avec Dirac est un peu plus subtile. C'est par le quotient qu'on retrouve la contrainte de Dirac sur les états physiques. Donc voilà. En fait, il existe une troisième méthode qui est basée sur l'espace de Fock, qui est en fait naturelle enfin celle qu'on a utilisée en électromagnétisme et pour Yang-Mills, qui est encore différente de celle-ci, mais que je ne vais pas développer parce que j'en aurai pas besoin. Mais donc il y a plusieurs approches. Donc alors que les choses sont claires pour les observables, la condition de fantôme 0, c'est naturel de l'imposer. Comment rendre compte de cette condition au niveau des états? Il y a plusieurs manières de le faire. Elles sont équivalentes ici, une fois qu'on a bien défini les espaces fonctionnels, mais elles ont des formes très différentes. Donc la semaine prochaine, je vous dirai comment calculer des amplitudes avec ces états. Voilà, je m'arrête ici. Donc s'il y a des questions, comme toujours, n'hésitez pas. Donc après l'interruption d'une petite demi-heure, nous aurons un séminaire, comme pour toutes les sessions suivantes. Donc ici, ce sera Victor Godet qui parlera de certains aspects de l'équation de Wheeler de 8. Bon, j'introduirai plus longuement à 16h. Voilà, merci.